Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20, totalement gratuite, qui s'appelle Les 4 piliers de l'indépendance financière. Je l'ai vraiment pensée comme une formation payante, elle a déjà été téléchargée plus de 1300 fois et elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle, chère et tendre liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cet épisode et on ne va pas déroger à la règle. Je vous propose de commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit sur YouTube suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Quentin, Victor, Galinette, Olivier, Stéphane, David, Romain, Clément, Valentin, Arnaud et Mathieu. Nous sommes 5549 sur YouTube. Ça monte petit à petit, on approche gentiment des 6000, on est passé de l'autre côté, donc c'est cool. 472 notes sur Apple Podcast, une note de plus, merci beaucoup à vous. J'insiste, chaque début de podcast, mais c'est important, même si vous écoutez sur Apple Podcast, de venir vous abonner à la chaîne YouTube, ou si vous écoutez que sur YouTube, si vous avez un e-device Apple, me mettre une petite note. Il reste 28 notes pour arriver à 500 notes et c'est très important pour faire connaître ce podcast. Donc, je compte sur vous. Voilà, j'ai besoin de vous. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram. C'est là où je suis le plus présent sur mon seul et unique compte, Une vie de liberté, avec la petite étoile bleue que je rack 16,99 $ tous les mois pour vous éviter, et surtout m'éviter en vrai, d'avoir des faux comptes. C'est très, très efficace pour ça. Et surtout en ce moment de bull run crypto qui redémarre, on va en parler, les arnaques se multiplient, donc voilà, au moins vous le savez, j'ai un compte vérifié et vous savez à qui vous venez parler. Et encore une fois, merci à tous les gens qui prennent le temps de liker, de commenter. C'est vous aussi qui faites vivre ce podcast, qui me permettez de le faire connaître, donc un grand merci à vous. Je vous propose qu'on passe à la rubrique des news. Je vais revenir un petit peu sur ma semaine, on va prendre le temps dans ce podcast. Encore une fois, moi j'aime bien Une vie de liberté, c'est tous les 15 jours. Après, il y a des sagouins qui l'écoutent en x2, là, c'est pas possible. Les épisodes de podcast, ça se savoure. Je te reconnais, toi, qui l'écoutes en x2. Je sais pas comment vous faites. Encore une fois, je vous le dis, 1,25, ça va. Parce que j'avoue que je parle pas très très vite. Mais voilà, jusqu'à aller 1,5, mais une fois tous les 15 jours. En tout cas, moi, tous les podcasts que j'écoute, je dépasse pas le 1,25 parce que j'avoue que j'aime vraiment les savourer. Donc, en tout cas, écoutez-le en x2 si vous voulez, mais on va prendre le temps sur le podcast. Donc, je suis assez, vous avez vu, je suis assez excité aujourd'hui, mais je suis content aussi parce qu'on a eu un mois de septembre-octobre assez chargé en événements, parce qu'on le veut bien aussi, bien entendu, et novembre. On est parti en Sardaigne en moto, c'était incroyable. On est parti aux cartes, à Race and Business, on a eu la parenthèse indépendance. Et là, j'avais mon dernier événement important la semaine dernière, qui était le coaching intensif Nouveau Départ, le deuxième coaching intensif. Donc là, c'est des coachings que j'anime avec Fabien, qui sont 100% développement personnel. C'était encore une fois extrêmement riche, c'était jeudi et vendredi dernier, il y a une semaine. Et je salue d'ailleurs tous les participants qui étaient là, qui nous ont fait confiance, qui se sont livrés, qui ont pu avancer. C'est un coaching alors j'aime tout en vrai, j'aime tout ce qu'on fait, mais c'est un coaching aussi que j'apprécie tout particulièrement parce que déjà c'est 2 fois par an, c'est pas tout le temps et c'est des choses qui sont très très intenses. J'avoue que le vendredi soir quand je suis rentré, j'étais tellement excité que j'ai rien dormi, donc voilà. La prochaine édition elle sera au mois de juin.
Je ne veux pas dire de bêtises, j'ai plus les dates en tête, mais vous les trouverez en tout cas dans la description du podcast. N'hésitez pas à remarquer, je peux vous le dire, je vais aller regarder. Pour le prochain coaching intensif, si ça vous intéresse, si vous avez envie de bosser sur votre dev perso, ce sera les 19 et 20 juin prochains, 2025. Donc voilà, n'hésitez pas, je n'ai pas prévu d'en parler non plus parce que c'est dans longtemps, mais je sais que les places se remplissent malgré tout assez vite. Et donc cet événement-là, il marquait un petit peu une pause dans les événements jusqu'à ce qu'on reparte au MMA au mois de mars. J'ai juste le mastermind entrepreneuriat au mois de janvier, qui a eu un grand succès aussi sur les places, c'est parti comme des petits pains. Donc on va animer ce mastermind, mais je ne suis pas tout seul là, c'est que sur 2 jours, on est plusieurs, on est nombreux. J'aurai un petit peu moins d'interventions sur scène, pour vraiment de contenu pour le séminaire, et après on aura du temps off. C'est un peu différent. Et donc j'ai une petite pause, on va dire, de 4 mois là, dans les événements qui arrivent, où j'aurai aussi un peu plus de temps. J'ai prévu vraiment beaucoup moins de choses. Mon agenda est quasiment vide, donc voilà, j'ai pris quelques coachings sur le mois de janvier, mais vraiment pas grand-chose. Et j'avoue que c'est très très cool. Je vais pouvoir faire plein de trucs sympas et surtout aussi me concentrer sur nos futurs bureaux qui avancent énormément. J'ai publié un vlog sur la chaîne YouTube pour ceux qui m'écoutent sur les plateformes de podcast. Normalement, au mois de décembre, la charpente sera montée, on sera couvert. Donc, en ce moment, on est en train de monter notre dossier pour l'aménagement intérieur des bureaux. On a notre fidèle maître d'œuvre avec qui on travaille, Amandine, qui est en train de nous préparer tout ça. Donc, c'est cool, c'est un projet de longue haleine, ces nouveaux bureaux. Je suis hyper excité de les voir arriver aussi, de voir les choses se concrétiser. J'avoue que j'ai un peu du mal à y croire, parce que ça va être un lieu fantastique. Mais bah voilà, c'est top, et je vais avoir un peu plus de temps aussi pour ça. Donc, je vais savourer un peu plus de temps pour les podcasts. Donc, c'est très, très cool. Nouvel ATH du Bitcoin, ça ne vous a pas échappé, hein. C'était important d'en parler aussi dans ces news. On est monté jusqu'à 99 000 $. On n'a pas encore dépassé les 100. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que plus longtemps on va travailler cette zone des 100 000 $, plus longtemps on va mettre de temps à la passer. À mon sens, encore une fois, ceci n'est bien entendu pas un conseil d'investissement. Plus longtemps on va mettre à la passer, plus loin on ira chercher. Donc voilà, attachez vos ceintures, j'ai envie de vous dire, hein, on va recommencer pour tous ceux qui ont vécu ces événements. Moi, j'ai vécu le bull run de 2017, j'ai vécu celui de 2021. On va vivre ensemble celui de 2025. Je suis encore une fois skin in the game, comme on dit dans ce bull run. Je suis aussi investi. Donc voilà, c'est encore une fois au-delà de se dire qu'on va profiter d'une opportunité de création de richesse qui est unique, en tout cas peut-être, je l'espère, on verra. Je me dis toujours à chaque fois les prédictions crypto vieillissent très très mal. C'est toujours très rigolo de les ressortir parce que ça vieillit souvent très mal. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas ce sera une opportunité unique de création de richesse. On est dedans et au-delà de savoir si on sortira avec un petit peu d'argent, beaucoup d'argent, si on arrivera à préserver notre portefeuille, si on sortira au bon moment, si on arrivera à tirer notre épingle du jeu, je trouve que c'est toujours des bons moments à vivre dans la vie d'un investisseur et les vivre, encore une fois, pas en mode démo, quoi. Les vivre pour de vrai, en mettant du vrai argent, bien entendu, selon votre allocation d'actifs, selon vos moyens, selon l'argent que vous pouvez consacrer à ça. Mais voilà, c'est pas des trucs qui se vivent en mode démo et je suis content de vivre encore une fois ce type d'événement. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai partagé ma stratégie de sortie dans le podcast privé des Gentlemen Investisseurs, surtout qu'avec la promo Black Friday qu'il y a eu la semaine dernière, on doit avoir plein de petits nouveaux sur le podcast privé. Donc, bon, je les saluerai sur le podcast privé, mais je les salue aussi ici, je les remercie. Et j'ai partagé ma stratégie de sortie. Elle vaut ce qu'elle vaut. J'aurais peut-être raison, j'aurais peut-être tort. J'ai eu de la chance au dernier bull run. En 2021, je suis sorti au mois de novembre avec 95% du maximum de mon portefeuille. Je suis pas trop mal rentré derrière, pas aussi bien rentré que j'étais sorti, mais c'est déjà pas mal. Et voilà, donc bon bull run à tous, en tout cas, attachez vos ceintures, gardez la tête froide, mais ça va être vraiment des moments sympas à vivre, je pense. Dans les news, je voulais aussi vous dire qu'on a sorti donc, tous les séminaires des Gentlemen Investisseurs pour 2025, si ça vous intéresse. Dans l'ordre, il y a le MMA à Alès, il reste encore quelques places. Il y a le kitesurf en avril à Leucate, il reste encore quelques places. Et le surf à Biscarrosse, je crois que c'est complet.
Il doit rester peut-être une place ou deux maximum, je ne suis pas sûr, au moment où je vous parle, parce que j'ai pas mal de gens qui sont intéressés. Donc voilà, si vous avez envie de venir passer du bon temps avec nous, moi c'est les masterminds que j'aime beaucoup, quand on fait du sport ensemble, on vit des aventures. C'est trop cool de m'écouter en podcast. Mais moi j'ai besoin de vous connaître, j'ai besoin qu'on se voit, j'ai besoin qu'on passe du temps ensemble. C'est pour ça qu'on organise aussi tous ces événements, parce que déjà on est passionné de sport, on adore ça, et c'est aussi un merveilleux moyen de vous rencontrer. Donc voilà. Si tu hésites encore à venir, je t'invite vraiment à prendre ta place pour un de ces événements. Passer du temps ensemble, c'est là qu'on a le plus de chances de faire connaissance, de rigoler, d'apprendre à se connaître sur une semaine. C'est fantastique. Et je voulais vous remercier aussi à tous pour le Black Friday. Alors au moment où j'enregistre ce podcast, il n'est pas encore commencé. Je l'enregistre juste avant que ça commence. Mais vu le nombre que vous êtes à m'envoyer des messages pour me remercier de tout ça, de faire ces promotions, je vous remercie, parce que je suis sûr que, comme à chaque fois, ça aura un grand succès. On ne fait que 2 promos par an, hein. Une pour le Black Friday et une juste avant l'été, au mois de juillet. Et à chaque fois, ça a beaucoup de succès. Donc merci à vous. Surtout qu'on sortait pour le Black Friday 3 nouvelles formations qui étaient importantes. 2 formations qui sont portées par les gentlemen investisseurs. Une où c'est Yann à 90% et moi à 10%, qui s'appelle Sale Power, où Yann apprend tous ces conseils de vente, tous ces conseils de vendeurs hors pair. Et moi, une formation qui était très attendue, dont je suis très fier, et j'ai pas peur de dire que c'est un banger et qu'elle est exceptionnelle. Une formation qui s'appelle toujours, hein. Je dis qui s'appelait parce qu'elle était en promo. Bon, dommage, si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, il faut être plus régulier sur une vie de liberté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais qui s'appelle Les Secrets du Lombard, où je partage toutes les techniques qui m'ont permis de faire du prêt lombard, que ce soit sur compte titre, que ce soit sur assurance vie, voilà, toutes les façons dont je l'ai fait, que ce soit en banque privée, pour acheter de l'immobilier locatif, pour acheter de l'immobilier en marchand de biens, pour acheter une voiture de sport, pour réinvestir en financier. Je vous partage tout ça, c'est du contenu que j'ai jamais vu nulle part ailleurs. Et pourquoi? Parce que soit les gens ne sont pas assez avancés pour le faire, les gens qui partagent du contenu en ligne, soit parce qu'ils vivent à l'étranger et comme ils ne payent pas d'impôts, ils gagnent encore mieux leur vie et ils ont moins besoin de faire ce genre de technique où ils le font à l'étranger et du coup, ce n'est pas partageable pour les gens qui vivent en France. Mais voilà, je suis très content parce que c'est du contenu inédit que j'ai vu nulle part ailleurs et je suis très fier de ça qu'au bout de 5 ans de podcast, parce que sur Une vie de liberté, on vient de passer les 5 années de podcast. Au bout de 5 ans, on arrive encore à innover, on arrive encore à faire des choses, même si on a une audience un peu plus réduite, mais par contre, on a une communauté exceptionnelle, extrêmement engagée. Ça, c'est une grande fierté. Je vous remercie, c'est sincère à chaque fois. Je vous remercie énormément d'être présent, d'être fidèle à chaque fois pour prendre toutes nos dernières formations, Bourse Exponentielle, Les Secrets du Lombard, d'être là. C'est vous aussi qui nous donnez envie de nous dépasser, de proposer toujours des choses nouvelles, des choses qui ne sont pas vues. Et j'ai encore des idées en tête de choses à vous partager, de nouveaux programmes. Et encore une fois, on innove, on fait ce que les autres ne font pas. Et on en est très, très, très fiers. Donc voilà. Et puis la dernière formation, c'était le Unlock, le secret des personnalités, qu'on sortait sur Nouveau Départ. Donc Fabien et moi, une formation vraiment développement personnel pour apprendre quels sont c'est basé sur le test du disque, les personnalités avec les couleurs, rouge, jaune, vert, bleu, pour apprendre à mieux se connaître, pour savoir quelles sont nos faiblesses dès qu'on est sous pression, pour savoir aussi quelles sont nos forces et comment on peut mieux s'améliorer en fait quand on est sur un type de personnalité. Et aussi, très intéressant, quand vous êtes un rouge par exemple et que vous allez travailler avec un jaune, comment lui parler, comment parler dans son langage. Et voilà, encore une formation de laquelle on est très fiers, qui est vraiment super aussi. C'est vraiment, encore une fois, bon, je me répète, mais je suis fier de ce qu'on fait, mais c'est du super contenu et qu'on propose toujours à des prix abordables. C'est des formations qui sont autour de 200 € pour souvent 3 heures, 4 heures de contenu. Donc voilà, je suis aussi fier de ça, qu'on garde des prix accessibles. Et donc merci à tous pour le succès de tout ça. J'en ai fini avec les news. Je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, la retraite studieuse. Je sais que c'est un podcast qui vous a beaucoup plu. Vous avez été nombreux à m'écrire en DM. Donc il y a des choses que je ne peux pas partager dans le podcast.
Vous avez été nombreux à le partager en story. Ça aussi, merci beaucoup de partager les épisodes. Et on va revenir sur quelques messages de ce podcast-là. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas écouté, j'illustrais la retraite que j'ai fait avec Yann pendant une semaine, justement, pour préparer les 2 formations dont je vous ai parlé. On fait ça 1 fois par an avec Yann. On part tous les 2, une semaine. Ça a énormément de bienfaits. Déjà, c'est de se retrouver entre potes, entretenir les liens qui nous unissent, se rappeler pourquoi on fait tout ça ensemble. Et aussi parce qu'on bosse comme des zinzins, et ça, c'est vraiment cool. Et je ne sais pas si je devrais vous le dire, mais on en a reprogrammé une dans pas longtemps, avec des guests cette fois-ci, parce qu'on a pas mal d'autres choses à vous partager. On a eu encore des idées. Et comme c'est des bons moments, voilà, on a reloué le même Airbnb pour repartir là-dedans. Et on a un premier message d'Arnaud. Arnaud qui nous dit « Encore un excellent podcast, très inspirant. Merci à toi. » Oh oui, je lis la pommade, c'est comme ça. Je pense que je vais mettre en œuvre très vite cette solution pour me mettre un coup de boost et virer ce quotidien chronophage pendant quelques jours. Par contre, je suis encore obligé de m'arrêter 10 fois sur le bord de la route pour noter les tips. C'est relou. Donc un grand merci à toi, Arnaud. Effectivement, je voulais lire ton message. Ça peut paraître bateau, mais ça me fait tellement penser à ma vie d'avant, quand j'étais encore entrepreneur de travaux publics, où j'avais un quotidien qui était chronophage, c'est même pas le mot en fait, où j'avais quasiment pas de temps pour moi. Le seul point positif que je notais, c'est que j'avais beaucoup de temps de trajet en voiture, et ce temps de trajet me permettait d'écouter des podcasts. Mais c'est vraiment c'était ma seule bouée de sauvetage. Le reste du temps, c'était des sollicitations permanentes. J'en reparlerai un peu plus loin tout à l'heure avec le prochain message de ça, et à quel point c'était difficile. Et je voyais, on approche de Noël, on approche des fêtes de Noël, et j'avais toujours ce temps que je prenais, bien sûr, c'était plus facile, entre guillemets, parce que j'avais mes enfants 1 semaine sur 2 et que j'étais séparé, donc j'avais 1 semaine de vacances à Noël où j'étais tout seul, et où je prenais souvent, pas 1 semaine, mais je prenais entre 2 et 3 jours pour partir dans ma maison du Sud, m'isoler, et c'était du bonheur, quoi. 3 jours sans parler à personne, et avec juste mon calepin, mes idées, mes notes, des marches, de la nature, et j'en revenais boosté. Et ça permettait justement de faire une pause, de mettre sur pause ce quotidien qui nous aspire. Quand on a la tête dans le guidon, dites-le comme vous voulez, mais quand on est pris dans la spirale et où on relève pas la tête du guidon et on se rend pas compte de ce qu'on fait qui nous empêche de prendre du recul, qui nous empêche de scaler. Moi, je le voyais sur ma boîte de TP. J'aurais dû mettre en place des choses bien avant. J'étais encore dans l'opérationnel alors que j'aurais plus du tout dû l'être, j'aurais plus dû suivre les travaux. J'aurais dû avoir un conducteur de travaux. Et à force d'avoir la tête dans le guidon, c'est des choses que je voyais même pas. Et j'étais tout le temps sur mes chantiers en train de les suivre alors que j'aurais dû prendre de la hauteur, vraiment comme un chef d'entreprise. Il y a plein de choses comme ça parce que je voulais faire des économies pour pas embaucher quelqu'un. Je me focalisais sur la perte financière qui allait me coûter peut-être 5 ou 6 000 euros par mois pour embaucher quelqu'un. Et je me focalisais pas sur le gain à long terme qui allait être récupérer mon temps en fait pour faire de la prospection, pour améliorer tout ce qu'un chef d'entreprise doit améliorer dans sa boîte, ses négos de matériel, ses achats de pelleteux, ses achats de camions. Je ne voyais pas tout ça. Et ça, si j'avais fait des retraites plus tôt, je l'aurais vu. Donc bravo Arnaud, appuie sur pause, même si tu es dans la rat race, et tu m'en diras des nouvelles. On a un message de Galinette, ça ne s'invente pas, super podcast encore une fois. Merci pour le partage que tu nous fais. Lorsque tu parles du fait que ta semaine t'a paru bien moins fatigante en te concentrant sur une seule tâche, cela me fait penser au livre de Fabien Olicard, « Votre attention est votre super pouvoir ». J'ai pas lu ce livre, mais apparemment il est exceptionnel. Il explique que chaque matin, on se lève avec une jauge pleine d'attention. Cette jauge nous permet de nous concentrer sur nos tâches, mais lorsque l'on passe d'une tâche à une autre, cela nous coûte un coût cognitif et fait baisser un peu la jauge. De ce fait, si on ne cesse d'être coupé dans sa tâche, ou bien qu'on fait plusieurs tâches en même temps, cela nous coûte à chaque passage de l'une à l'autre et fait baisser cette jauge qui ne peut se recharger seulement qu'après une bonne nuit de sommeil. Nous ne sommes définitivement pas des êtres multitâches et donc se concentrer sur une seule tâche par demi-journée nous permet d'économiser cette jauge d'attention et a fortiori de limiter notre fatigue. Bah écoute, merci déjà à toi pour ce message et je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, c'était un bonheur. J'ai pas lu ce livre de Fabien Olicard, mais ça me donne vraiment envie de le lire et de le lire, et je pense que je vais le commander juste après pour en profiter, pour le lire ces vacances de Noël quand j'aurai pas mal de temps.
cette attention, elle est précieuse. Quand je fais ces podcasts, par exemple, j'adore ce moment-là parce que la porte du bureau est fermée, personne ne peut rentrer. Ben et mon associé est prévenu qu'il me laisse 2 heures au bureau pour que je sois tranquille. Mes notifications sont coupées de partout. J'ai rien qui s'allume sur le téléphone, j'ai rien qui s'allume sur mon écran d'ordinateur. Et je suis dans l'instant présent, dans le moment présent, pendant 1 heure, 1h30 que dure ce podcast, peu importe. Et ça, j'avoue que c'est extrêmement reposant. Et je ne l'avais pas vu de cette façon-là. Et c'est vrai que je l'avais exprimé pendant la retraite studieuse, où vraiment, en passant du temps à faire une seule tâche, je trouvais ça reposant alors qu'on y passait beaucoup, beaucoup de temps. Et je suis d'accord avec toi, je ne pense pas qu'on soit des êtres multitâches. Et c'est drôle à dire parce qu'aujourd'hui, j'ai 10 sociétés, donc je passe malgré tout beaucoup de temps où je passe un peu du coq à l'âne. Et pour ceux qui ont pris la formation Unlock, le secret des personnalités, je suis une personnalité à dominante jaune, donc c'est la personnalité influente, où voilà, je suis beaucoup dans les concepts, dans les grandes idées, dans le partage des idées, et aussi une personnalité qui est tournée vers l'autre. Je fais des podcasts, je crois que c'est pas pour rien, et je m'en étais pas rendu compte avant justement que c'est Fab qui a préparé le gros de cette formation. Mais avant que je termine la préparation avec lui, que je me mette dans la formation, que je fasse tous les tests et que voilà, j'en tire la quintessence, je n'avais pas tout ça en tête. Et effectivement, quand on est une personnalité jaune, quand on est une personnalité influente, on a aussi cette tendance à passer du coq à l'âne. C'est ce qui fait que pour certaines personnes, quand on discute avec elles, on peut avoir du mal à nous suivre parce qu'on va ouvrir une parenthèse, dans la parenthèse, dans la parenthèse. Ça, vous vous l'êtes peut-être rendu compte de ça dans les podcasts, mais il y a des fois où j'ai des notes, parce que sinon, je me perds en fait quand j'ouvre une parenthèse, puis une autre, mais j'ai tellement envie de dire des choses, j'ai tellement envie d'aller loin, qu'une idée en amène une autre, et des fois c'est un peu compliqué. Donc déjà, quand on a cette personnalité-là, on arrive à se fatiguer, tout seul. Et j'avoue que c'est pas faux, des fois je me fatigue tout seul. Donc passer du temps sur une seule tâche, mon Dieu, ça nous repose et ça nous fait du bien. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime tellement les balades avec mon chien sans les AirPods, sans rien du tout. Au moins, pendant 1h30, je suis loin de la maison, je ne peux pas prendre mon téléphone, je ne peux rien prendre du tout. Et je suis obligé d'être dans l'instant présent et de passer du temps juste avec parfois l'esprit qui vogue, mais d'être vraiment sur une seule chose à la fois. Je suis en train de me promener, je me promène. Il y avait, voilà, ça y est, je commence, j'ai ouvert les parenthèses. Il y avait un livre de Trinath Han, qui était un maître tibétain réfugié en France. Et ce livre, il s'appelle... Ah, purée, je ne sais plus comment il s'appelle. Le pouvoir de la sagesse intérieure, je crois. Et dans ce livre, il disait, le secret du bonheur, c'est quand tu fais la vaisselle, fais la vaisselle. Quand tu es debout, sois debout. Et ça veut juste dire d'être à ce qu'on fait. Et quand on est à ce qu'on fait, c'est là où finalement on est le plus heureux parce qu'on est dans l'instant présent. Donc, je suis d'accord avec toi, Galinette, sur ce que tu nous dis. Effectivement, je le vois, je l'expérimente en tout cas, que je suis plus heureux, je suis moins fatigué quand je fais une seule chose à la fois. Et je pense qu'il faut l'avoir en tête. C'est pas toujours facile dans le monde dans lequel on vit, mais s'efforcer de ça. Ça me fait aussi penser à quand j'avais mon entreprise de travaux publics, mais j'en ai déjà parlé sur ce podcast. C'était horrible quand j'étais au bureau parce qu'on est dérangé à peu près toutes les 2 minutes, que ce soit par le téléphone, que ce soit par la secrétaire, que ce soit par la comptable, que ce soit par le mécanicien, que ce soit par les salariés qui viennent, en tout cas aux heures où ils sont au bureau. Et c'est le tarif, c'est comme ça. Quand on est chef d'entreprise, il faut l'assumer. Mais des fois, c'était tellement difficile que j'avoue que je me foutais un casque sur les oreilles pour pouvoir être dans ce que je faisais. Quand j'étais dans un devis, par exemple, je le voyais. Et pourtant, j'ai quand même une capacité à me remettre dans une tâche assez facilement parce que j'ai l'impression que cette capacité-là, je l'ai entraînée pour pas me faire avoir. Mais dès que j'étais perturbé, dès que j'étais interrompu, c'était 5 minutes pour se remettre dans une tâche, parfois 10 minutes. Parfois même, quand on était vraiment dérangé, des fois de la colère ou de l'agacement qui empêchait encore de se mettre dedans. Et j'avoue que parfois, je fermais la porte de mon bureau, je demandais à ma secrétaire de me déranger vraiment, sauf si la terre s'écroule, ou le ciel s'effondre, de ne pas me déranger pendant 1 heure. Et des fois, je me mettais un casque sur les oreilles pour signifier que je n'étais pas disponible. J'avoue, c'était pas très poli, mais j'en étais arrivé à un niveau d'agacement qui était compliqué. C'est aussi pour ça que aujourd'hui, j'apprécie tellement mon rythme de vie, la façon dont je travaille et le fait de ne pas avoir de salariés.
Pour les gens qui travaillent avec moi, c'est assez compliqué parfois, mais mon téléphone est toujours en mode ne pas déranger. Après des années à avoir eu mon téléphone qui sonnait tout le temps, parfois je crois que chaque mois, j'avais à peu près 17 heures d'appels sortants sur mon téléphone. Aujourd'hui, je ne sais même pas si j'appelle 2 heures par mois. Et c'était de la folie, et je ne vous parle pas des appels entrants. Et aujourd'hui, je ne supporte plus la sonnerie du téléphone, donc mon téléphone est toujours en silencieux et ne pas déranger. Ce qui fait que si tu as envie de m'appeler, tu tombes systématiquement sur mon répondeur. Les seules personnes qui peuvent passer cette barrière, c'est Hello, ma compagne, mes enfants, mes parents. Et sinon, les autres, et puis bon, mes associés, mes 3 associés. Mais sinon, les autres ne peuvent pas. Donc, ils ne peuvent pas me déranger. Et je rappelle, donc maintenant, ils le savent, ils m'envoient des textos pour savoir si je suis disponible. J'avoue que c'est peut-être pas bien, mais c'est comme ça que j'ai préservé ma santé mentale. Et mon Dieu, quel bonheur de vivre comme ça. Donc encore un grand merci à toi Galinette pour ton message. Et on va prendre un message de Victor. Victor qui nous dit « Super ce podcast tonton. Effectivement, la matrice des priorités d'Eisenhower est un excellent outil. » Alors merci à toi mon petit Victor, parce que merci d'avoir remis un nom dessus. Cette matrice, je la connais depuis longtemps, je l'utilise depuis longtemps, mais je n'avais jamais fait attention. J'avais dû voir ça dans un bouquin ou dans un séminaire, mais qu'elle portait vraiment un nom et que c'est la matrice d'Eisenhower. Donc cette matrice du... est-ce que c'est urgent, pas urgent? Est-ce que c'est important, pas important? Et cette matrice, moi, je l'utilise vraiment tout le temps. Et Victor nous dit ne jamais faire de to-do list sans cette matrice. Sinon, cela finit toujours par devenir une liste interminable. Elle m'a énormément aidé à prioriser et à déstresser dans mon nouveau CDI. Et je suis d'accord avec toi. Je l'ai dit, mais c'est une matrice que j'utilise moi aussi tout le temps et qui m'aide énormément à catégoriser les choses suivant ce que j'ai à faire. Et la catégorie la plus compliquée étant ce qui est important mais pas urgent, comme aller voir ses parents, aller voir sa grand-mère. Et c'est celle finalement à laquelle je prête le plus d'attention avec ce qui est bien sûr important et urgent. Et on se rend compte que le reste, on peut ou le supprimer ou le déléguer. Et qu'en fait, il y a finalement que 2 choses qui sont vraiment importantes sur lesquelles se mettre son focus. Donc merci à toi de le rappeler et merci surtout à toi d'avoir mis un nom là-dessus. Pour les retraites, je suis 100% d'accord avec toi. Pour ceux qui peuvent télétravailler, je conseille aussi de ne pas travailler chez soi, mais plutôt dans un lieu neutre comme un café ou un hôtel. Aucune distraction et le fait de payer 2 € pour un café incite à être efficace. Je suis super d'accord avec toi, j'adore ce que tu nous partages. Et c'est exactement ce qu'on faisait avec Ben à l'époque où on n'avait pas encore de bureau pour AB Investissement. Au début, on travaillait à la maison et on s'est rendu compte à certains moments que on finissait toujours... Je ne dis pas qu'on rigole pas encore aujourd'hui. Des fois, on se dit avec Ben, quand on fait nos vlogs, ce qu'on devrait plutôt faire, c'est se mettre un micro, mettre la caméra et nous filmer dans le boulot. Parce qu'il y a des fois, je vous jure, c'est hilarant. Je pense qu'on serait censuré sur YouTube et je pense qu'on prendrait peut-être des procès parce qu'on dit un sacré paquet de conneries. Mais je crois qu'on ferait vraiment des vues parce que on se marre. Et des fois, à la maison, on est moins tenté. En fait, on donne moins de valeur au temps parce qu'on se dit, bon, on a toute l'après-midi, on est ensemble, on est chez nous. On peut aussi parfois grignoter dans les placards. Et souvent, on allait dans les cafés. Il y a pas mal de cafés, un peu café coworking vers chez nous. Et donc, on allait là-bas, des fois, on mangeait sur place. Et on travaillait dans ces cafés coworking où on se disait, on se fixe 2 heures, on reste 2 heures. Et on optimisait beaucoup plus notre journée. Et on retrouvait aussi du sentiment de liberté plutôt que de se dire, on se fixe toute la journée où on est au bureau, on est ensemble. Et des fois, on est là, on est plus ou moins là, on va bosser, on va chiller, on va pas être très efficace. Là, le fait de se voir pour 2 heures, on était efficace dans le boulot, on avait payé un café, donc on se disait, si on est venu là et qu'on a payé, faut qu'on rentabilise quelque part. Et on a gardé un peu ça au bureau, justement, où souvent on se met des heures pour se voir, pour pas rendre ça pénible et retomber dans ce qui peuvent être les travers de la rat race et qu'on peut voir chez certaines personnes ou certaines entreprises où par défaut tu es au bureau, que tu es du travail, que tu n'es pas de travail, que tu es quelque chose à faire, que tu n'es rien à faire. Par défaut, tu es là, tu es au bureau. Nous, on veut surtout pas ça. Par défaut, on est chez nous, on est libre et on vient au bureau quand on a besoin d'être ensemble, quand on a besoin de se voir. Moi, quand j'ai besoin de tourner un podcast, mais sinon, je ne suis pas au bureau. Et ça, c'est quelque chose aussi de précieux pour ne pas tomber
esclaves de ces bureaux, en fait, clairement. Donc, voilà. Merci à toi de nous avoir partagé ça. Et surtout aussi pour les gens qui télétravailleraient, qui seraient chez eux, de ne pas tomber aussi esclaves de la maison, parce que parfois, quand on télétravaille, on n'a pas vraiment d'heures pour s'y mettre, on n'a pas vraiment d'heures pour arrêter. Donc, soit on peut ne pas assez travailler, soit on peut beaucoup trop travailler, soit on peut aussi être pris par les tâches du quotidien. Et encore une fois, pour revenir sur le message précédent de Galinette qui nous disait, qui nous rappelait Fabien Olicard, c'est de se dire, si je télétravaille, ben voilà, j'avais 8 heures, on va pas se mentir, on sait tous que quand on télétravaille, on peut tomber notre boulot de 8 heures qu'on ferait au bureau en 4 heures à la maison. Ben, je prends 4 heures dans un cybercafé, enfin, le boomer, cybercafé, je sais plus si ça, je crois pas que ça se dise encore, mais dans un coworking, en tout cas, on se prend 4 heures dans un coworking, on passe notre boulot, on le termine et ensuite on est chez soi. On peut en profiter pour faire ce qu'il y a à faire, si c'est des lessives, du repassage, du ménage, et surtout pour profiter ou bosser surtout sur nos side projects. Donc voilà, merci à toi mon petit Victor, à très vite. On a un message de Black Baraka qui nous dit « Hello, super technique, la retraite studieuse pour créer du momentum ». Je voulais juste revenir là-dessus assez rapidement. Merci à toi pour ton message, où effectivement, c'était super parce que cette retraite studieuse, quand je dis créer du momentum, c'est se mettre dans une dynamique de travail, dans une énergie de travail qui donne envie d'aller plus loin, qui motive. Et j'ai vraiment l'impression que j'ai surfé cette vague-là toute la semaine dernière et vraiment 15 jours après cette retraite studieuse. Donc, encore une fois, je voulais insister là-dessus, à quel point c'est efficace, la retraite studieuse, pour créer justement ce momentum, cette dynamique qu'on peut entretenir, qu'on peut poursuivre. La même dynamique qu'on a un peu quand on rentre d'un séminaire, quand on rentre d'un mastermind, quand on rentre d'un séminaire IMO, par exemple, même sur une seule journée. On est gonflé à bloc. Et ben, la retraite studieuse crée aussi du momentum. Et c'est important. Moi, je le vois aujourd'hui. Pourquoi je pense... j'ai toujours du mal à parler de succès parce que voilà, j'ai les pieds sur terre, mais on peut le dire quand même. Pourquoi on a eu autant de succès ces dernières années? Pourquoi ce qu'on fait, ça fonctionne comme ça? C'est que je pense que j'ai des séminaires vraiment très régulièrement et qui, pour moi, entretiennent ce momentum tout le temps, me donnent envie d'aller de projet en projet, d'aller toujours plus loin, d'aller chercher des nouvelles choses. Parce que, voilà, on se motive, on se regonfle. Et donc, si vous avez la possibilité de le faire quand même quelques fois par an pour vraiment rebooster votre motivation, partager, je pense que c'est vraiment très important. Et j'en ai terminé sur le retour sur le podcast de la dernière quinzaine et je vous propose qu'on passe au sujet de la quinzaine, un podcast sur le pouvoir du patrimoine financier. Vous allez voir pourquoi je vais vous parler de ça. On va prendre encore une fois le temps. J'ai plein de choses à vous dire. Ça risque de partir un peu dans tous les sens, ce podcast, mais c'est ça qu'on aime. Pourquoi j'ai eu envie de parler de ça? Comment ce thème il m'est venu et la façon dont je veux l'aborder. En fait, il y a quelques mois, j'ai envie de dire, ou un petit mois, quelques semaines, avec Elodie, avec ma compagne, on a eu l'opportunité d'aller à un rassemblement de voitures anciennes. Donc c'était dans un petit village. On est à la campagne, donc il y a tout plein de types de voitures anciennes et surtout il y a un peu tout, il n'y a pas vraiment de thème. Parfois, on a fait des rassemblements de voitures dans des grandes villes, notamment autour de Lyon, où là, il y a tellement de monde qu'il y a des belles voitures anciennes, il y a tellement d'habitants, tout simplement, qu'ils arrivent à respecter un thème, que ce soit des voitures de telle époque ou des Ferrari. On a vraiment vu des choses comme ça qui étaient super sympas. Mais là, c'est dans la petite campagne, donc c'est un peu ouvert à tout le monde, il y a un peu de tout. Il y avait vraiment des super belles voitures, c'était un événement magnifique, avec vraiment des passionnés. Ça pouvait aller des R8 Gordini, des anciennes Alpines, des anciennes américaines. Il y avait un gars qui avait une voiture, il avait refait la Pontiac de K2000, mais vraiment avec l'intérieur de K2000. Il y avait des vieux pick-up américains, il y avait beaucoup de Porsche anciennes. Et il y avait quelques personnes qui étaient venues avec des voitures plus récentes, dont moi, j'étais venu avec ma Porsche, avec ma 997 blanche. Et c'était vraiment un bon moment. On a passé un bon moment, il y avait une petite buvette. Et j'ai réalisé que dans ce genre d'événement, il y avait vraiment deux types de comportements, on va dire. Il y a vraiment les amoureux authentiques de voitures, auxquels j'ai l'impression que j'appartiens. Moi, j'ai pas vraiment de marque de cœur. Autant il y a des gens, par exemple, qui sont des Porschistes et qui vont adorer les Porsche, avoir que des Porsche. Autant moi, j'ai
j'ai pas commencé par la Porsche, hein, j'avais une BMW Z4 avant, c'était ma première belle voiture, on va dire, ou voiture du week-end. Ensuite, j'ai eu la Porsche, c'est ma deuxième. Mais moi, j'aime vraiment toutes les voitures et j'ai beaucoup, beaucoup de rêves automobiles. Je rêve de Ferrari, je rêve de Lamborghini, je rêve d'une Lamborghini Gallardo, par exemple, je rêve d'une Lamborghini Huracan et je rêve aussi d'une Mégane RS. Et je blague pas, hein. Là, on va avoir nos nouveaux bureaux avec Ben et on a envie de réaliser plein de rêves automobiles. Et moi, dans mes rêves automobiles, il y a une Mégane 3 RS. J'adore cette voiture. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup les Youngtimer. J'aime beaucoup les voitures qui me faisaient rêver quand j'avais 20 ans et qu'à l'époque, je ne pouvais pas avoir. Et après, les voitures très anciennes, les R8 Gordini, des choses comme ça, c'est pas mon époque. Donc, je les apprécie pour l'objet, pour la beauté. Je dirais pas que je suis un inconditionnel de ce genre de voiture parce que c'est pas une époque que j'ai vécue. Mais moi, je sais que j'ai une sensibilité vraiment particulière pour les voitures de l'époque où j'ai eu le permis, quoi, de 1999 jusqu'à 2010, toutes ces voitures-là. Et j'ai vraiment une sensibilité pour ça. Donc il y a des gens qui sont comme ça, des vrais amoureux de toutes les voitures, j'ai l'impression. Et il y en a d'autres, il y a aussi les amoureux d'une marque en particulier. Je les mets dans le même lot, hein, des amoureux de la voiture. Les Porschistes, par exemple, mais qui aiment toutes les Porsche, je les mets vraiment là-dedans. Et après, il y a ceux qui sont dans le concours d'étalage de richesse et qui cherchent à prouver qu'ils ont mieux, plus cher, c'est souvent plus cher, hein, que les autres, et où le critère le plus important qui va rentrer dans les voitures, c'est le nombre, combien t'en as et combien elles valent. Et je vais vous raconter ça parce que ça m'a fait rigoler, mais il y a vraiment ces deux types de comportements qu'on observe. Il y a la passion sincère. D'ailleurs, tiens, je fais une dédicace à Quentin, fidèle auditeur d'une vie de liberté, je sais qu'il m'écoute. Et c'est un vrai amoureux des voitures et un vrai amoureux des Youngtimers. Un de ses rêves, c'est d'avoir un musée de l'automobile. Et je sais que Quentin y arrivera. Et là, récemment, il s'est offert une Mercedes CLK, une W208. C'est une voiture qui a été produite entre 1998 et 2002. Donc moteur essence, compresseur, boîte automatique. C'est des voitures qui avaient une prestance. Et je sais que voilà, il l'a mis en story. Je l'ai félicité parce que pour le prix d'une Clio, tu peux te payer un rêve automobile qui, à l'époque, valait peut-être, j'en sais rien, moi, l'équivalent de 80 000 € aujourd'hui, quelque chose comme ça. Et ça, c'est des voitures que tu peux toucher autour de entre 10 et 15 000 €, et suivant l'état, bien entendu. Et c'est une voiture qui a des années, qui a 20 ans, un peu plus de 20 ans, mais qui procure un plaisir à conduire qui est incroyable. Et quand on a un exemplaire qui a été bien entretenu, qui est beau, c'est toujours un bonheur, ce genre de voiture. Et j'ai l'impression que voilà, il y a cette passion sincère où les abonnés, ils recherchent les abonnés, les passionnés, pardon, ils recherchent vraiment le kiff automobile sans forcément céder à la pression d'avoir le dernier modèle ou la voiture la plus chère. Et pour les gens qui aiment sincèrement l'automobile, quand on fait de la Caterham, par exemple, on n'en a rien à foutre que ce soit le modèle de l'année ou le modèle de l'année précédente. Et moi, quand je pilote ma Porsche, j'ai un plaisir aussi des voitures de ces années-là qui ne sont pas encore aussi aseptisées que les véhicules un peu plus récents, même si je rêve d'une Huracan qui a 2 ou 3 ans, hein, bien entendu. Et je sais qu'un jour, c'est quelque chose qui est dans ma liste, donc ça viendra au bon moment. Mais en tout cas, je passe l'amour de l'automobile avant le prix, quelque part. Et je sais que le jour où on va avoir la Mégane RS et qu'on va aller la conduire, on va prendre tellement de plaisir que le plaisir est avant ça. Et ça me fait penser à une phase de Booba je ne sais plus dans quelle chanson c'est, je crois que c'est dans, j'en sais un, Génération Assassin, je ne sais plus, où il dit si j'ai acheté une Ferrari, c'est pas pour frimer, c'est pour aller vite. Non, c'est dans Variant. Et voilà, et ben il y a de ça. Bien sûr que tu as une Ferrari, ça envoie une certaine image, hein. C'est comme quand tu as une Rolex, tu envoies une image de richesse, ça veut dire je peux mettre 100 000, 200 000, 300 000 € dans une voiture. Mais il y a aussi, avant tout, le kiff de rouler avec ça. Et aujourd'hui, tu as une F430 Ferrari, c'est une voiture qui a 15 ans maintenant. Mais le kiff de rouler avec ça, il est incroyable. Et pourtant, pour certains, en tout cas pour des gens que j'ai pu rencontrer dans ce genre d'événement, ils vont te snobber, ils vont te toiser parce que c'est pas la dernière. Et ces gens-là, justement, ils sont un peu dans l'étalage ostentatoire. Et il y a notamment une personne que j'ai rencontrée là-bas
où on a commencé à discuter automobile autour de ma 997. Et il me demande un peu pourquoi j'ai pas pris la dernière, quoi. Pourquoi je roule. Parce que voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les Porsche, le modèle emblématique de Porsche, c'est la 911. Et dans la 911, suivant les années, il y a plein de déclinaisons. Moi, j'ai le modèle 997. Le modèle un peu plus récent, c'est la 991. Et la dernière, c'est la 992. Et cette personne me demandait, mais pourquoi en fait vous roulez pas en 992, quoi. Et moi, je lui dis, bah écoutez, déjà, alors je n'ai pas envie de lui parler de mes finances ou si je peux avoir le plaisir de ce genre de voiture pour 70 000 euros, pourquoi m'en priver au lieu de dépenser 130 000 si au final le plaisir pour moi est quasiment le même. Il y a déjà ça pour commencer. En plus, moi j'ai toujours un aspect investissement et les 992, en tout cas dans le modèle que j'avais, n'ont pas fini leur décote. Donc si c'est pour acheter une voiture pour qu'elle prenne beaucoup de décote, ça ne m'intéresse pas non plus, sachant que je regarde le rapport prix-plaisir aussi. Et donc, ce n'était pas intéressant pour moi. Et là, ma voiture, elle a fini sa décote. Là, aujourd'hui, la cote est en train de remonter. Donc, c'est une voiture sur laquelle je ne vais pas perdre beaucoup d'argent. Mais voilà, il me dit, pourquoi vous n'avez pas pris la dernière? Il faut vivre avec son temps, il faut avoir la dernière. Et surtout, il était incapable de me laisser parler. Il ne s'est pas du tout intéressé à ce que je faisais dans la vie, à qui j'étais, à quel était mon métier, où je vivais. Lui, il faisait que parler. Et il ne s'intéressait pas aux autres, il faisait que parler de lui. Et il enchaînait sur toutes les voitures qu'il possédait, sur sa maison, sur un peu ses bâtiments. Il était en train d'être dans le concours d'étalage de son patrimoine et en ayant discuté avec lui seulement peut-être quelques dizaines de minutes, 10 ou 15 minutes maximum, je pense. J'avais à peu près l'étendue de son patrimoine et j'étais tombé sur un vrai m'as-tu vu en fait, qui était obsédé par un peu cette idée de montrer sa richesse, de montrer tout ce qu'il possédait et montrer à quel point c'était récent. Donc, je ne vais pas trop en dire parce que voilà, c'est pas la peine d'aller trop loin. Mais en tout cas, son seul critère pour les automobiles, c'était que ce soit la dernière. Voilà, il n'avait pas de voiture ancienne. C'était juste montrer que j'avais la dernière, j'avais vendu la dernière. Et il y a un échange qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il a discuté avec un autre passionné. Et cet autre passionné... il roulait, donc il avait des véhicules anciens, il roulait en Porsche d'avant-dernière génération, la 991. Et lui, il l'avait pour vraiment quelque chose de bien spécifique, c'est que ce modèle-là, dans cette finition-là, n'est pas sorti dans la nouvelle Porsche. Et il disait, déjà, il n'est pas sorti, et en plus, écoute, je trouve vraiment un plaisir parce que, de ce que je me rappelle de la discussion, dans la voiture qu'il avait, il y avait un côté qui n'était pas aseptisé par rapport à la nouvelle, où c'était plus aseptisé. Et le gars lui disait, mais en fait, il faut vivre avec ton temps. Tu ne peux pas rouler dans l'avant-dernière, c'est pas possible. Il te faut la dernière. Et je me disais, le plaisir que la personne, elle n'est pas du tout sensible au plaisir que ça peut apporter. Elle veut juste, il n'y a que l'image qui compte, en fait, d'avoir la dernière. Et d'ailleurs, ça me fait toujours sourire, mais il y a souvent plein de gens qui ne veulent pas venir en mastermind immobilier parce qu'ils me disent, ouais, Tony, j'ai peur que ce soit un peu... Alors, je ne dis pas jamais de gros mots sur une vie de liberté, mais que ce soit un peu le concours le concours de celui qui pisse le plus loin, celui qui a le plus de patrimoine, celui qui a le plus investi, celui qui a fait le plus de richesses. J'ai toujours peur que ce soit ça. Et en fait, c'est jamais comme ça en séminaire IMO. Tous les gens qui viennent, en tout cas chez les gentlemen, je ne vous dis pas que c'est partout pareil comme ça, mais nous, c'est des gens qui vont être dans le partage, qui vont être dans l'envie de partager des choses ensemble. Donc, c'est jamais comme ça. Même celui qui a plein de patrimoine, il va toujours être là pour aider les autres, pour partager des tips, pour partager des astuces. Et on n'a pas ça. Là où on pourrait se dire que finalement, on va l'avoir le plus, c'est-à-dire dans un séminaire purement immobilier, finance, business, où on se dit ça va être que des gens qui vont étaler leur richesse, en fait, c'est pas du tout ça. Et c'est pas du tout là qu'on le trouve. Et là, pour un rassemblement de voitures anciennes, je m'attendais plutôt à trouver des passionnés, mais moi, ce que j'appelle plutôt des passionnés, on va dire, authentiques. Et là, finalement, c'était plus... comment dire, quelqu'un qui était surtout dans l'étalage, quoi. Et la réflexion que je me suis fait, et c'est là où je veux en venir, quand j'ai eu cette personne qui était en face de moi et qui était en train de tout m'étaler comme ça tout le temps, je me disais gentiment dans ma tête, est-ce que tu sais à qui tu parles? Alors, attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que j'avais plus d'argent que lui, j'en sais rien et je m'en fous. Et ce n'est pas le but de ma réflexion.
mais c'est plutôt de me dire, imagine si toi, tu viens avec ta Porsche qui a 15 ans, vraiment parce que tu es passionné de cette voiture, mais que tu as des millions et des dizaines de millions en patrimoine financier. Et que ce patrimoine, il ne se voit pas, puisqu'il est sur des comptes ou en crypto. Et que par essence, il ne se voit pas. Et que la personne, elle est là, elle est dans l'étalage en face de toi pour te dire « j'en ai plus que toi », mais qu'en fait, elle n'en sait rien. Et c'est vraiment ça, la réflexion que je me suis fait, et c'est tout l'objet de ce podcast. J'avais cette personne en face de moi, et dans ma tête, je me disais « mais est-ce que tu sais seulement à qui tu parles ?» En rigolant. Et n'allez pas y voir de la prétention, parce que pour être parfaitement transparent, je pense que cette personne que j'avais en face de moi était beaucoup plus riche que moi, objectivement. Mais je me suis dit, il aurait pu parler à quelqu'un d'autre, des potes à moi que je connais par exemple, j'en ai des comme ça, qui n'ont aucune voiture de sport, qui n'ont rien, et qui sont riches en dizaines de millions, parce qu'ils ont fait de l'investissement en bourse, surtout de l'entrepreneuriat d'abord, et après de l'investissement en bourse, un peu de crypto, surtout par l'entrepreneuriat, mais qui ne montrent pas grand-chose finalement, parce qu'ils ne sont pas passionnés par des choses qui coûtent cher ou des choses qui se voient. Ils sont plutôt passionnés par les expériences, les voyages. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, les apparences sont vraiment trompeuses en matière de richesse, c'est des choses qu'on sait, mais je me le suis dit encore plus là, parce que je suis sur ce chemin quand même de cette richesse qui ne se voit pas, et je me suis vraiment fait cette réflexion, et je me disais en le regardant, en fait... Si je veux, je les achète, tes caisses, je fais un virement. Mais je ne le fais pas, parce que ça me rend plus libre, mon argent. Et je me disais ça dans ma tête. Et je me disais, les gens, parfois, ont l'impression qu'ils s'étalent, en tout cas ce type de gens. Et ils tombent sur moi, je pense qu'il était plus riche que moi, mais ils peuvent tomber sur des gens en face de qui ils se ridiculiseraient, tout simplement. Donc, ça nous fait toujours dire, enfin en tout cas, ça me fait toujours dire qu'il faut toujours être modeste. Tu as toujours plus riche que toi, tu as toujours plus pauvre, mais tu as toujours plus riche. Ça, c'est une certitude. Donc, il faut faire attention. Tu sais jamais à qui tu parles et l'habit ne fait pas le moine. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait sourire, ça m'a inspiré ce podcast. Vous allez voir, on va parler de pas mal de choses. Et la leçon clé que j'en ai tirée, c'est qu'en fait, il y a vraiment deux types de patrimoine. Il y a celui qui se voit versus celui qui ne se voit pas. Il y a le patrimoine qui est un peu ostentatoire, et que ce soit voulu ou non, le patrimoine qui attire l'attention, qui est fait pour être vu, et parfois, donc là en l'occurrence des bagnoles, une grande maison, mais parfois même involontairement, on n'a pas envie. Et c'est typiquement le patrimoine immobilier. Quand vous voulez faire fortune, faire de la richesse avec l'immobilier, vous allez acheter des appartements, des dizaines d'appartements, des immeubles, et les gens le voient. Et si vous habitez une petite ville, les gens savent à qui appartiennent les immeubles parce que ça parle. Moi, je vous donne un truc tout bête que je peux partager ici, mais c'est nos nouveaux bureaux. C'est à l'entrée de la ville, et j'ai plein de gens qui m'en parlent, et ça parle. Mais pourquoi cette ferme elle a été cassée? Qu'est-ce qu'ils sont en train de construire? Est-ce que ça sera gros? À qui ça appartient? Et là, en plus, c'est un bâtiment commercial qui fait 600 mètres carrés, donc on ne peut pas le rater, quoi. Et ça parle. Voilà, vous ne pourrez pas l'empêcher, ça va parler. Et il y a le patrimoine discret, celui qui est invisible, celui qui est sur mon PEA, celui qui est sur mes comptes titres, celui qui est sur mes assurances-vie, celui qui est sur mes wallets. Et il n'attire pas l'attention, celui-ci. Il est invisible, mais c'est celui qui donne une vraie liberté. Et c'est ça que je kiffe. C'est que, bien sûr, la 997, quand je vais dans ces rassemblements auto, c'est la face... émerger de l'iceberg, c'est ce qui se voit, c'est mon petit bijou, c'est une caisse que j'adore, qui me procure énormément de plaisir, plus pour son plaisir de conduire que parce que je me pavanais dedans. Et finalement, en fait, si je me tais, si je dis rien, on va être entre passionnés, on va être autour des voitures, on va discuter de voitures. Celle-là, c'est celle qui se voit, la Porsche, mais si je dis rien, personne ne sait réellement ce que je possède, et c'est vraiment cool. Donc, il y a des vrais bénéfices à avoir un patrimoine financier discret. Et vous savez que j'aime pousser mes raisonnements jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des gens qui sont riches, vraiment très très riches, et qui ont poussé cet extrême et qui n'ont qu'un patrimoine uniquement financier? Et en fait, j'ai trouvé une personne qui incarne vraiment cet extrême, c'est Pavel Durov. Il a 39 ans, c'est le Mark Zuckerberg russe, c'est le cofondateur de Telegram, l'application Telegram de discussion. Et c'est la 121e personne la plus riche du monde quand même. 15,5 milliards de dollars de fortune. Donc ça commence à causer. Et la philosophie de Pavel Durov, c'est de la liberté absolue. C'est un pur libertarien, un vrai de vrai. Lui, il a la théorie des 5 drapeaux, il a plusieurs passeports. Il veut vraiment qu'on ne puisse pas lui mettre la main dessus. C'est le pur libertarien qui a poussé le truc jusqu'au bout.
Et lui, il refuse tout compromis, que ce soit avec des institutions, avec des individus. Il veut que personne ne puisse le contrôler. Et il y a une interview de lui qui est célèbre où il disait « Je préfère être libre plutôt que de recevoir des ordres de qui que ce soit un patron, un gouvernement, n'importe qui. » Il privilégie sa liberté. Et dans cette même interview, justement, Pavel Durov, il dit qu'il ne possède rien autre que ses actifs financiers, donc des actions et des bitcoins. Il ne possède rien, pas de voiture, pas d'appartement, pas de maison, pas de moto, rien du tout. Et je trouve que c'est vraiment l'exemple extrême d'un patrimoine financier qui est une richesse monumentale. Et à côté de ça, Pavel Durov, il va venir en taxi. Le soir, il va dormir à l'hôtel. Il est habillé tout en noir assez simplement. Alors, c'est peut-être des habits de luxe, j'en sais rien, mais en tout cas, il est toujours habillé en noir. C'est mystérieux. Et lui, il a poussé le truc jusqu'au bout. Et son choix, il nous montre parfaitement ce pouvoir ultime du patrimoine financier. C'est vivre selon ses propres termes, sans être redevable à personne. C'est pas pour se payer des trucs, c'est pour vivre des expériences, pour être libre. Et voilà pourquoi je voulais parler vraiment du patrimoine financier, parce que en France, le pilier incontournable pour développer son patrimoine, et je crache pas dessus, parce que j'en ai encore beaucoup, et c'est un pilier que j'utilise énormément, c'est l'immobilier pour atteindre son indépendance financière. Mais aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai envie de vous montrer aussi à quel point le patrimoine financier, c'est une alternative hyper puissante et surtout indispensable à terme et qui est complètement sous-estimée chez nous. Alors pour de bonnes raisons, là... Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment accepté, mais ils sont en train de passer la flat tax à 33%. Je ne vous dis pas qu'il n'y a que des trucs cool, mais par contre, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et justement, j'ai noté 11 points que je vais partager avec vous, qu'on va développer ensemble pour vous montrer tous les avantages qui me font tellement aimer le patrimoine financier à la suite de cette anecdote. Vous allez voir, il y en a peut-être certains auxquels vous ne vous attendez pas. Le tout premier, il est assez évident, mais c'est la liberté de mobilité. Ça, c'est quelque chose qui est fantastique. C'est bien plus facile de déplacer des capitaux, de l'argent, que des biens immobiliers. Ça paraît évident, mais grâce à l'argent placé en bourse ou en crypto, alors moi, je suis beaucoup plus bourse que crypto, c'est plutôt 90-10 ou 95-5, mais je vais parler des deux dans ce podcast parce que c'est important. Mais tu peux voyager, tu peux déménager, tes investissements peuvent te suivre, tu as juste à faire un virement. Si tu veux déplacer ton argent, au pire, ça prend 72 heures, quoi. Alors que si tu veux déplacer des biens immobiliers, déjà, tu peux pas. Mais si tu veux les vendre, si tu veux les arbitrer, ça va être un truc de fou. Ça va te prendre des mois et des mois. C'est minimum 3 mois, une vente immobilière. Et tu peux le faire vraiment où tu veux, sans contrainte matérielle. Ça, c'est pour quelqu'un qui aime la liberté, qui respire la liberté. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose une révélation, la liberté de ce patrimoine, la mobilité de ce patrimoine immobilier. Et si on pousse le curseur encore plus loin, grâce à la crypto aujourd'hui, alors bien sûr avec tous les risques que ça comprend, d'avoir ça sur des wallets, de se faire pirater, de se faire piquer ses codes, ça demande de prendre sa propre responsabilité. Autant avec les banques, vous avez des alternatives, si vous vous faites pirater, il y a beaucoup d'assurance, autant avec la crypto, ça peut être perdu en un instant, mais vous avez vraiment un pouvoir presque de disparaître grâce à la crypto pour pouvoir utiliser votre argent, pour pouvoir le soustraire complètement aux règles, aux États. Il y a une notion de liberté qui est folle, ça vous rend vraiment votre souveraineté avec votre argent. Bitcoin, c'était ça au départ, avoir quelque chose de décentralisé qui ne dépend pas des États, qui ne dépend pas d'une personne, pour que les gens, le peuple, possèdent cette monnaie. Là, en somme, c'est exactement le cas. Quand on est libertarien, quand on aime vraiment ça, avoir une partie de ses avoirs en Bitcoin, je ne parle pas de toutes les autres cryptos, mais je parle vraiment de Bitcoin. Si vous avez une partie sensible quand même de votre patrimoine là-dedans, ou vous avez un gros patrimoine et que ça représente même, si c'est un petit pourcentage, une grosse partie, si un jour en France, il n'y a rien qui va, malheureusement, parfois, on ne va pas plomber sur une vie de liberté, mais parfois, il y a certains choix de nos gouvernements qui peuvent faire peur en France. Si ça part en sucette et qu'il faut liquider de l'immobilier, il peut peut-être perdre énormément de valeur, il peut peut-être ne plus intéresser aussi certains étrangers pour l'acheter, et on peut parfois on ne sait pas, être tanké avec nos investissements immobiliers. Si un jour ça part vraiment en sucette et que vous avez une partie de votre patrimoine en crypto, vous mettez votre clé crypto dans votre poche, ou vous mettez vos 12 mots dans votre tête, vous franchissez la frontière et vous reconstruisez tout ailleurs, et vous pouvez partir en laissant absolument
tout derrière vous. Alors bien sûr, vous n'emporterez pas tout votre patrimoine, vous en laisserez une partie derrière vous, mais malgré tout, vous pourrez reconstruire ailleurs, alors que si vous avez 95% de votre patrimoine en immobilier, vous êtes cuit. Donc voilà ce que j'aime là-dedans. Bien sûr, c'est encore une fois des cas extrêmes, mais vous connaissez la loi de Murphy. Si un cas extrême peut arriver, il y a quand même une chance qu'il arrive. Donc voilà, on ne va pas se faire peur, ce n'est pas le but, mais qui veut la paix prépare la guerre, et je trouve que c'est ça qu'il y a de beau là-dedans. Et même si, sans parler de crypto, mais déplacer des capitaux, c'est beaucoup plus facile que de déplacer des biens immobiliers. Le deuxième point que j'ai noté, c'est bien entendu des rendements de zinzin. J'ai marqué dans mes notes, parce qu'effectivement, les rendements qu'on peut avoir pour de la bourse, ils sont extrêmement élevés pour une raison simple, on en parle beaucoup dans ce podcast, mais c'est les intérêts composés. On sait que si on investit sur la bourse américaine, on peut avoir un rendement qui peut aller de 9 à 12% par an, peut-être. C'est finalement des rendements qu'on a avec l'immobilier. Quand on loue de l'immobilier locatif, voilà, qu'on ne fait pas non plus de la LCD ou des choses qui rapportent énormément. Si c'est de l'immobilier long terme, on va avoir des rendements qui vont être de 9 à 12%. Sauf que, avec des investissements financiers, les intérêts se composent. Là, c'est compliqué de réinvestir ses loyers dans son bien immobilier. C'est déjà très taxé, c'est plus difficile. Alors que réinvestir son financier dans le financier, ça se fait automatiquement. Et justement, comparé à d'autres classes d'actifs, que ce soit surtout les actions au travers des ETF, ce que je préfère, ou des cryptos quand vous les gérez bien, ça peut offrir des rendements sur le long terme qui sont bien supérieurs à l'immobilier traditionnel. Alors, l'immobilier, il va nous permettre de démarrer à partir de zéro. Il va nous permettre de pouvoir emprunter l'argent de la banque et de le rembourser avec l'argent des locataires pour créer de la richesse à partir de rien. Mais une fois qu'on a fait de la richesse, parfois il faut savoir arbitrer son immobilier, il faut savoir le vendre pour pouvoir acheter de l'actif financier qui va pouvoir permettre de faire des intérêts composés. Parce qu'un bien immobilier qui est complètement payé, il se fait matraquer par les impôts et justement, il plafonne, il va cracher ses loyers, mais on ne peut pas les réinvestir directement dans le bien. Donc on ne peut pas faire les intérêts composés. Et savoir arbitrer son immobilier pour investir dans du financier, c'est s'offrir cette possibilité d'accéder réellement à un développement exponentiel de son patrimoine. Et ça, c'est important. Et en ce moment, on pousse même le raisonnement sur le marchand de biens, où moi, je me mets cette règle de mettre vraiment le minimum d'apport possible pour ne pas, moi, casser mon exponentiel en financier et vraiment de mettre le maximum d'argent des autres que je peux utiliser. Et même aujourd'hui, pour nos opérations de marchand de biens, c'est soit de prendre l'argent de la banque, soit de prendre la love money, de l'argent des proches ou de notre réseau. Eux, ils sont contents, ils gagnent de l'argent en leur payant des intérêts sur le capital qu'ils nous allouent pour nos opérations de marchand, mais de ne pas utiliser nos propres capitaux pour continuer de les faire performer sur les marchés, parce que vraiment, sur le long terme, ça ravage tout sur son passage. Et là, l'idée, c'est encore une fois utiliser l'argent des autres pour financer le marchand de biens comme le locatif, que ce soit l'argent de la banque, l'argent d'autres investisseurs, et nous, pouvoir générer des plus-values comme ça, les investir et les laisser dans notre propre boule de neige financière. Et aujourd'hui, moi, je suis en train de le voir, après des années et des années d'investissement, à quel point cette boule de neige, elle ravage tout sur son passage, et à quel point le rendement de l'exponentiel fait que ça battra tout l'immobilier, tout du patrimoine immobilier constitué qu'on garderait. En fait, on plafonne quand on fait ça. Et ça peut même être dangereux parce que c'est tellement taxé. Il y a les travaux à prévoir, il y a beaucoup de choses qu'à un moment, il faut avoir une allocation. N'importe qui devrait avoir au moins à terme 30% de financier dans un patrimoine, même si c'est 70% d'immobilier en face. Mais c'est ce qui va aider aussi à pérenniser le patrimoine immobilier qu'on garde. Le troisième point que j'ai noté, c'est moins de charges fixes. Voilà, c'est le point qui découle directement, on s'en doute, avec du financier par rapport à de l'immobilier. Vous n'avez pas de taxe foncière, vous n'avez pas d'entretien physique du bâtiment, pas de toiture, pas de fenêtre, pas de façade, pas de travaux, pas d'assurance propriétaire non occupant, pas d'assurance de l'immeuble, pas d'AG de copro. Je peux continuer encore longtemps, mais tout ce qui est chronophage avec de l'immobilier. Je vais pousser le raisonnement à l'extrême, mais si vous voulez faire 10 millions d'euros de patrimoine immobilier, il y a un moment, il va vous falloir un business qui crache vraiment fort pour qu'on puisse continuer de vous prêter, ou il va falloir avoir de la LCD qui
petit crash à mort, où il va falloir avoir une activité entrepreneuriale comme du marchand de biens qui va vous permettre de mettre des gros apports pour continuer à lever de la dette, et surtout pour gérer 10 millions d'euros d'immobilier qui doit rapporter à 10% 1 million d'euros de loyer par an. Il va vous falloir une équipe et du personnel et des bureaux et des salaires à payer, parce que gérer 10 millions d'euros d'immobilier, voilà, si c'est des biens à 100 000 euros, ça fait du boulot, ça fait vraiment beaucoup de boulot. Et avec du patrimoine financier, j'exagère, mais il suffit de faire 1 million avec de l'immobilier, l'arbitrer, et ensuite attendre. Et au bout de 7 ans, vous aurez 2 millions, au bout de 14 ans, vous aurez 4 millions, et au bout de 20 ans, vous aurez 8 ou presque 10 millions. Donc voilà, et c'est ça qui est magique. Et donc, avec du financier, on diminue justement tous ces coûts fixes, tous ces frottements financiers qui vont venir nous grignoter notre capital. Je l'ai dit déjà, mais les travaux, une équipe pour gérer, bien entendu, les impôts. En bourse, tant que, aujourd'hui on n'a plus l'IFI, donc l'ISF, pardon, tant que vous ne vendez pas, il n'y a pas d'impôt à payer. Donc ça évite aussi tout ce stress de logistique. Et surtout, pour peu qu'on supporte la volatilité, avec le patrimoine financier, qu'on accepte que, bien entendu, on va se connecter sur l'appli de bourse et qu'elle va fluctuer tous les jours et qu'elle peut baisser de 40% en cas de crise. Mais une fois qu'on a accepté ça, et moi c'est quelque chose que j'ai très très bien accepté, une fois qu'on a accepté ça, en fait on est libéré, il y a zéro charge mentale derrière. On expérimente vraiment la liberté au sens le plus pur du terme, où... Voilà, c'est l'inverse de Fight Club. Je ne sais pas si vous avez vu Fight Club, mais dans Fight Club, et si vous ne l'avez pas vu, regardez-le parce que c'est un film exceptionnel. Il y a plein de phrases là-dedans, mais la première qui me revient, c'est « ce que tu possèdes finit par te posséder ». Et moi, c'est des choses que j'ai vues, notamment avec ma Maison du Sud, par exemple, où à un moment, j'ai eu des procès, j'ai eu des soucis, et je n'avais pas les mêmes finances que maintenant, et c'était plus compliqué, et c'est quelque chose qui a fini par me bouffer à un moment. Et d'ailleurs, dans mon parcours, c'est aussi quelque chose qui m'a aidé à travailler sur moi, parce qu'à un moment, c'était tellement fort que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais, quoi ? J'ai pas d'option, il y a un procès, donc je peux pas vendre la maison. Donc je suis quelque part obligé de la garder. Donc soit j'apprends à vivre avec, soit en fait, je vais me faire un cancer, quoi. Et j'ai appris à travailler là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, du patrimoine financier, c'est une ligne sur une appli de téléphone. La même chose en patrimoine immobilier, c'est des locataires, c'est du travail, c'est de la gestion, c'est du stress. Et voilà, moins de charges fixes et moins de charges mentales, exactement. Et c'est là où on expérimente aussi la vraie liberté, c'est un des pouvoirs du patrimoine financier. Le point numéro 4, ça paraît bête, mais c'est contrôle total sur ses investissements quand on veut, où on veut, à tout moment, grâce aux outils modernes qu'on a. Et aujourd'hui, ça m'émerveille toujours, mais on peut gérer un patrimoine de plusieurs millions, de plusieurs centaines de milliers d'euros, de plusieurs millions, de plusieurs dizaines de millions, directement juste avec son téléphone. Ça te permet de surveiller, de gérer, d'ajuster tes investissements avec ton smartphone à tout moment, où que tu sois. On peut optimiser les rendements en changeant de classe d'actifs, on peut optimiser nos frais en changeant de contrat, on peut optimiser notre fiscalité avec le PEA. Et vraiment, ça en un clic avec notre téléphone. Et ça, c'est fantastique. Alors que du patrimoine immobilier, il faut des notaires, il faut des agents IMO, il faut des experts comptables, il faut des géomètres, il faut des locataires. Il faut beaucoup de monde. Encore une fois, ce n'est pas pour cracher sur l'IMO. Je sais d'où je viens. J'ai encore beaucoup d'immobilier. C'est une part non négligeable de mon patrimoine. C'est toujours la part la plus importante de mon patrimoine aujourd'hui. Mais voilà, je suis toujours fasciné de la puissance de l'investissement financier par rapport au gros paquebot à la lourde machine qu'est l'immobilier. Le point numéro 5 que j'ai vu, c'est l'optimisation fiscale aussi qu'on peut avoir. Investir en bourse, en crypto, ça permet vraiment des possibilités fiscales qui sont uniques. On a le PEA, le PEA-PME pour la bourse. Aujourd'hui, c'est quand même encouragé d'investir en bourse sur ces deux enveloppes parce que c'est là où on a le minimum d'impôts, seulement 17,2, pas d'impôt sur le revenu, seulement les prélèvements sociaux. En crypto, on peut encore et toujours convertir nos cryptos en stablecoin pour ne pas payer l'imposition, mais pour la reporter le plus tard possible. Et justement, ça permet d'optimiser sa fiscalité, de surfer, pourquoi pas, plusieurs cycles crypto
pour créer vraiment un gros bag. Ensuite, après, libre à nous ou de payer les impôts ou de déménager dans un pays et prendre sa retraite là où c'est pas fiscalisé. Mais voilà. Et pourquoi c'est le cas? Pourquoi il y a toutes ces choses-là qui sont faites pour quand même, malgré tout, ne moins taxer le financier que l'immobilier? C'est parce que si les capitaux sont trop taxés, les capitaux, ils bougent et ils sont faciles à bouger par rapport à l'immobilier. Si vous en avez vraiment marre de vous faire taxer, vous pouvez ouvrir un compte à l'étranger et basculer votre argent. Bien sûr, il faut le déclarer à l'administration fiscale, et vous pouvez carrément déménager, partir avec votre argent. Mais voilà, les capitaux, s'ils sont trop taxés, ils bougent. Alors que l'immobilier, c'est pour ça qu'on tape dessus à mort, parce qu'il y a déjà beaucoup d'affect, bien plus que ce qu'il y aurait sur du financier, et c'est pas facile à bouger. Et pour l'instant, ce qui est chouette, c'est qu'on n'a toujours pas d'ISF, il n'est pas revenu sur l'investissement, les investissements financiers par rapport à l'immobilier ou il y a l'IFI. Et même si aujourd'hui, avec les gens qui nous gouvernent, on peut se mettre un peu à flipper parfois, parce que quand on voit les décisions de nos gouvernements, on a du mal à les comprendre. En ce moment, ils sont en train de détruire la bourse française. Pour ceux qui s'intéressent comme moi au marché financier, la bourse française se fait laminer par rapport à la bourse américaine. C'est même dramatique, parce qu'on a des entreprises en France qui sont quand même des fleurons, comme LVMH, comme Air Liquide, comme Kering. Il y a vraiment des superbes sociétés, et elles sont complètement décotées parce que les gens s'en désintéressent. Ça ne veut pas dire que les sociétés sont pourries, mais la bourse, elle ne reflète pas vraiment la valeur de la société, elle reflète un consensus, elle reflète ce que les gens en pensent, la psychologie des foules. Et en France, elle est très mauvaise, parce que là, la flat tax, elle était à 30%, vraisemblablement, elle passe à 33%, on ne sait pas trop. Cette incertitude, elle fait énormément de mal au marché, et les investisseurs, ils préfèrent payer de la plus-value sur un compte titre et aller mettre leur argent sur la bourse américaine ou acheter des ETF sur la bourse américaine plutôt que d'acheter la bourse française. Et en fait, voilà, elle se fait laminer. Là, dernièrement, ils voulaient se remettre à taxer une fois encore plus les dividendes. Enfin, c'était n'importe quoi. Ça fait peur aux investisseurs. Et résultat, les investisseurs investissent dans la bourse américaine et ils n'ont pas tort. Mais c'est dommage. Mais en tout cas, grâce au patrimoine financier, on peut choisir. On n'est pas obligé d'investir dans le CAC 40. C'est un biais cognitif quand on investit dans le CAC 40. Si on n'était pas français, personne n'investirait dans le CAC 40. Vous êtes américain, vous n'allez pas aller mettre votre argent dans un petit pays d'Europe à la mentalité un peu communiste qui représente à peine 7% de la capitalisation mondiale. Vous allez le mettre dans le pays de l'innovation, dans le pays d'Apple, dans le pays d'NVIDIA, dans le pays de Facebook, de Google, d'Amazon, de Tesla, là où l'innovation se fait quelque part. Et grâce au patrimoine financier, c'est ce qu'on peut faire. Et c'est justement, ça m'amène au point 6, cette diversification qui est facilitée. La bourse et la crypto, elles permettent de se diversifier depuis son téléphone avec une flexibilité qui est incroyable. Là, si la bourse française est laminée, on ne se prend pas la tête, on switch sur la bourse américaine, ça se fait en un clic, alors que vendre un patrimoine immobilier qu'on posséderait dans un pays pour le mettre dans un autre, c'est impossible. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai eu une discussion assez rigolote avec un investisseur, il y a quelque temps, un investisseur un peu plus âgé que moi, donc qui ne faisait pas de crypto. On a eu une discussion au sujet de la crypto, et je parlais de crypto assez naturellement, comme j'en parle dans ce podcast, et il me dit « Ah ouais, tu fais ça, toi ?» Genre un petit peu de condescendance. Je vous en reparlerai de cette condescendance à la fin du podcast. Genre, tu fais mumuse, quoi. Ah ouais, oui, c'est sûr, prendre autant de risques pour gagner 1000 balles. Sauf que je lui dis, oui, il y a des gens qui sont là-dessus. Je dis, moi, je suis pas sur ces échelles-là, quoi. Et il comprend que j'ai plus d'argent que ça en crypto. Encore une fois, je reste discret sur ce podcast. Mais que voilà, on vise pas 10 000 balles, quoi. Et qui comprend que j'ai déjà surfé un cycle en 2017, j'en ai surfé un autre en 2021, je vais en surfer un en 2025, et que c'est rémunérateur. Et là, on rentre dans ce que j'appelle peut-être un peu la jalousie, ou cette peur d'avoir raté un train, ou de se rendre compte que notre arrogance, notre suffisance fait qu'on s'est fermé une porte. Et il me dit, ouais, moi j'aime, oui, après c'est une question de valeur. Moi, je ne suis pas trop dans mes valeurs de gagner de l'argent un peu sans rien faire comme ça. Quand on met dans les entreprises, ça fait du sens. Quand on met dans la bourse, ça fait du sens. Mais bon, le Bitcoin, c'est purement spéculatif. Et je sais que c'est quelqu'un qui fait de l'or. Et je lui dis, mais tu n'investis pas dans l'or, toi ? Il me dit, si, mais c'est différent. Je lui dis, attends, tu es en train de me dire que tu as acheté un caillou jaune en métal, tu l'as foutu dans un coffre et tu attends qu'il prenne de la valeur. C'est pas de la spéculation ? Oui, non, mais c'est différent. Et je lui dis, attends, on a du temps, là, moi, j'ai rien à faire.
Justement, tu m'intéresses. Explique-moi en quoi c'est différent. Et là, ça commence à parler tibétain. Parce que le Bitcoin, c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'or numérique. Ça ne produit rien, c'est rare, c'est une réserve de valeur d'une certaine façon, et bien sûr que c'est spéculatif, et bien sûr que ça ne produit rien. Mais tout comme l'or, c'est une façon de se diversifier, c'est une réserve de valeur. Et ça me fait penser justement à ce point qu'avec le patrimoine financier, il faut être à l'aise avec ça, avec le fait d'accepter de gagner de l'argent en ne faisant rien en fait, sans rien faire. Et il y a beaucoup de gens qui font de l'immobilier qui font encore leurs états des lieux, alors qu'ils ont des millions d'immobiliers, qui font encore parfois eux-mêmes leurs travaux. Et ils ont l'impression de travailler, et ça leur donne une justification. Ils ont l'impression de mériter un peu plus l'argent parce qu'ils font des choses, parce qu'ils bossent dedans, parce qu'ils en suent, parce qu'ils en chient. Et moi, je suis parfaitement à l'aise avec le fait de gagner de l'argent sans rien faire. Alors ça a du sens pour moi, parce que la crypto, pour moi, c'est une réserve de valeur. Il y a aussi un côté spéculatif qui m'intéresse, un côté intellectuel qui me plaît. La bourse, je sais où je mets mon argent, je le mets dans les entreprises américaines. C'est des entreprises dans lesquelles je crois et la bourse américaine a besoin d'argent, le monde entier a besoin d'argent dans la bourse pour pouvoir développer de l'activité. Donc là aussi, il y a du sens. Mais ça a aussi du sens pour moi parce que ça me permet, en faisant quelque chose qui, à mon sens, est utile, de gagner de l'argent et d'acheter des parts d'entreprise en fait, et de pouvoir bénéficier de ces revenus-là sans rien faire. Et ça me va très très bien. Et j'ai toujours aussi de l'immobilier, mais moi je suis plus à déléguer parce que j'ai pas envie d'y passer mon temps. Mais voilà, il faut être à l'aise avec ça. Quand on a un patrimoine financier, il faut être en paix avec le fait qu'on va gagner de l'argent sans rien faire. Et pour certaines personnes, justement, c'est difficile. Et là, on arrive dans des points que j'aime aussi beaucoup. Le point 7, c'est qu'avec du patrimoine financier, il n'y a pas cette exposition sociale. Et là, je vais vous en parler. C'est que l'investissement IMO qu'on possède aujourd'hui, il est extrêmement facilement consultable. Vous connaissez tous un site comme Papers Immobilier. Même, je suis allé voir pour moi, même si ce n'est pas très à jour, il manque déjà tout ce que je possède en perso et il manque quasiment un bien sur deux en immobilier. Mais voilà, ça va se mettre à jour et ça sera, je pense, un de ces quatre très, très, très à jour. Et voilà, le patrimoine immobilier aujourd'hui, il n'est pas du tout confidentiel, il est accessible. Vous allez sur Papers et bien entendu, un jour, je pense que Papers, avec le numéro, le nom de la rue, ça vous sortira une photo de l'immeuble, une estimation du prix et vous taperez n'importe quelle personne que vous connaissez, vous appuierez sur un bouton et vous verrez son patrimoine immobilier à l'euro près. Donc, moi, il y a un petit côté qui me dérange quand même là-dedans où... pas le fait que je ne veux pas être transparent, mais le fait de ne pas pouvoir rester discret. Et je trouve que parfois, c'est cool de pouvoir rester discret. Alors, ça paraît peut-être paradoxal pour quelqu'un qui se fout sur Internet, mais moi, je trouve que c'est cool aussi voilà, quand on rencontre quelqu'un qui ne puisse pas, en un seul bouton, savoir exactement combien vous possédez. Et c'est le problème de l'immobilier, c'est que c'est du patrimoine qui est visible, que ce soit des maisons, des immeubles, des locaux commerciaux. Mais je reviendrai là-dessus, sur ce point tout à l'heure. Et l'autre côté qui me dérange, c'est que justement, l'immobilier devient de plus en plus contrôlé, compliqué. Aujourd'hui, vous le savez, pour ceux qui possèdent de l'immobilier, il faut rentrer le nom de nos locataires à chaque changement de locataire sur la plateforme de l'État. Et ça se renforce d'année en année. Aujourd'hui, Bercy communique avec le notaire, qui communique avec les locataires. Ils peuvent absolument tout recouper, le loyer que vous déclarez par rapport au loyer que vous touchez. Et vous mettre des taxes sur les logements vacants, recalculer votre taxe foncière à l'euro près par rapport à ce que vous avez rentré. Ils appuient sur un bouton à Bercy et ils savent absolument tout. Et je pense qu'on n'est pas très loin aujourd'hui l'IFI automatisé, avec les crédits que vous allez déclarer. Ils pourront calculer automatiquement votre IFI, vous le balancez. Et voilà, et je trouve qu'il y a un côté Big Brother qui me dérange un peu quand même. Donc voilà pourquoi, encore une fois, j'affectionne aussi le patrimoine financier. Le point numéro 8 que je vois, c'est que, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça vaut le coup de revenir dessus, il y a une énorme flexibilité en cas de crise. Des actifs financiers ils peuvent être vendus très rapidement. Si on a besoin de liquidité, si on sent que le vent tourne, on peut les vendre ou les bouger très facilement. L'immobilier, si un jour le vent tourne en France, on ne sait jamais, si un jour le pays faisait faillite, j'espère qu'on sera protégé de ça, sincèrement, mais si un jour ça arrivait, peut-être que les biens immobiliers chuteraient énormément en France, et là, ça prend du temps à vendre, et ça peut être vraiment très compliqué, on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir tout en immobilier, à mon sens, c'est prendre du risque.
Et il y a autre chose aussi qu'on ne voit pas en France, qui est sournois, mais moi qui aime les marchés financiers, qui les regarde à l'échelle mondiale, c'est que l'euro se fait tabasser en ce moment. Il est en train de perdre énormément de sa valeur. Et dans les analystes que je regarde, en 2025, il pourrait chuter encore de 15% face au dollar. Quand on est payé en France, en euros et qu'on vit en France, on ne le voit pas forcément, mais quand on voyage, si vous partez aux États-Unis, vous allez comprendre à quel point vous allez vous faire matraquer et à quel point vous allez trouver les choses chères. Déjà, quand on est aux États-Unis, ils sont bien mieux payés que nous. Déjà que la vie est plus chère. Si en plus l'euro se fait matraquer, les États-Unis vont devenir une destination qui va être très compliquée à aller visiter sans que ça nous coûte une fortune. Et c'est dramatique à l'échelle de l'Europe, ces choses-là. Et comment on s'en protège? C'est justement avec le patrimoine financier. Avec un simple clic, on peut investir sur des marchés en dollars, on peut investir sur de la crypto qui est une valeur contre du dollar, et comme ça préserver notre pouvoir d'achat. Même sans parler de gagner énormément d'argent, mais au moins préserver notre pouvoir d'achat juste en investissant sur les marchés. Et bien entendu, avec un dollar qui va faire 15% de plus que l'euro peut-être, plus les marchés financiers qui vont croître, si vous investissez sur des marchés en dollars, même depuis la France, on peut le faire et c'est trop dommage de s'en priver. Et ça, en cas de crise française ou européenne, pouvoir déplacer ses capitaux comme ça, et on peut même le faire sur un PEA, en investissant sur un ETF américain, c'est ce qui nous permet de protéger notre argent. Et ça vaut vraiment tout l'or du monde, sans faire de mauvais jeux de mots. En point numéro 9, un truc que je trouve trop cool, c'est qu'avec le financier, tu peux faire ta propre banque, tu peux devenir ta propre banque. Et ça, c'est ce que j'ai raconté dans Les Secrets du Lombard, où c'est fantastique. Alors, c'est pas magique d'avoir que du financier, parce que je vais vous raconter mes mésaventures avec mon banquier sur la façon dont je me rémunère. Aujourd'hui, j'ai des loyers sur des biens que je possède en perso qui sont déjà payés, pour le coup. J'ai tout mon capital financier qui fait du rendement. Et aujourd'hui, je me rémunère avec ma micro-entreprise. Ça, j'explique tout ça. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'explique tout ça dans la formation Finance Business Expert. C'est parfaitement légal, la façon dont on le fait. Mais ça fait finalement peu de temps que je le fais. Donc aujourd'hui, je me rémunère un petit peu plus, mais pendant très longtemps, je me suis rémunéré 800 € par mois. Et mon banquier ne comprend pas comment je fais, parce que récemment, j'ai changé une voiture. Finalement, je l'ai acheté cash et je voulais faire un crédit. Je me suis dit, un crédit à 3,5%, quand je sais placer à 10%, pourquoi m'en priver? Et en fait, mon banquier m'a dit, mais achetez-la sur la société, là, je peux vous prêter, mais en perso, vous ne vous rémunérez pas assez. Et comme ils ont leurs conseils, tous leurs trucs de HCSF, ils ne peuvent pas prêter aux gens qui ne se rémunèrent pas. Donc, je me suis fait une attestation de capacité de rémunération par ma comptable, où elle montre qu'avec tout l'argent que avec tout l'argent que génèrent mes entreprises, je pourrais me rémunérer un salaire à 5 chiffres. Et ça leur va pas non plus. Ce qui me dit, mais si vous pouvez le faire, pourquoi vous le faites pas? Et je lui dis, mais parce que je vais pas payer des sommes à 5 chiffres de charges tous les mois. Je préfère investir mon argent dans mes boîtes et moi me payer le minimum. J'ai pas besoin d'argent aujourd'hui pour vivre. J'ai du patrimoine qui est payé, j'ai des loyers qui tombent, j'ai pas besoin de beaucoup. Voilà. Puis aujourd'hui, mon téléphone, mon ordi appartiennent à ma société, je dépense pas grand-chose, donc j'ai pas besoin. Et il a vraiment du mal à le comprendre. Donc pour se faire financer en perso, c'est compliqué. Par contre, en société, c'est open bar. Je suis le meilleur client. Je suis un chef d'entreprise qui investit tout l'argent de ses entreprises, tous ses bénéfices, qui les réinvestit et qui prend 800 balles de salaire. Donc pour le coup, je suis un super client quand il s'agit d'emprunter en entreprise. Mais là, c'était une voiture perso. Et mon banquier me dit, voilà, c'est compliqué. Donc ça m'a fait sourire. Et c'est pour ça que j'ai développé le Crédit Lombard. J'en ai même fait une formation où aujourd'hui, je me fais ma propre banque, en fait. Je mets mes actifs en contre-garantie et avec un intermédiaire bancaire, ou une banque en ligne ou un assureur en ligne, je me prête ma propre oseille. Et ça, je trouve que c'est fantastique. Et le patrimoine financier te permet de faire ça. Il permet même de te rémunérer à terme. C'est incroyable. C'est tout ce que j'explique dans Les Secrets du Lombard. Ceux qui ont pris la formation, vous le savez. Bon, moi, aujourd'hui, elle est plus soldée, mais elle est toujours en vente. N'hésitez pas, franchement. Vous en aurez pour votre prix. Et c'est là où je souris parce qu'on a parlé de Pavel Durov au début de ce podcast. Mais le PDG de Telegram, c'était marqué dans l'interview, il ne se verse pas de salaire, mais possède des milliards en crypto-monnaie et en actions. Et les gens ont du mal à comprendre ça, mais quand tu as un patrimoine financier qui commence à être élevé, qu'il est investi sur les marchés et qui te rapporte entre 10 et 12% par an,
à un moment, tu n'as plus besoin de te verser de salaire. C'est des problèmes de salariés, ça. C'est plus des problèmes que tu rencontres après. Mais voilà, pour l'expliquer à des banquiers, parfois c'est compliqué. Mais heureusement, le patrimoine financier te permet de devenir ta propre banque. Il me reste encore 2 points, et 2 points que j'aime beaucoup, dont le deuxième va découler du premier. Le premier, le pouvoir de l'investissement financier, notre 10e point, c'est la discrétion. Et justement, contrairement à une belle voiture ou une maison magnifique que tout le monde peut voir, les investissements financiers que tu as en actions, en crypto, c'est pas visible pour les autres. Personne ne le sait. Si tu le dis pas, personne ne le sait. Et cette discrétion, c'est vraiment un véritable atout pour moi, et ça donne une forme de liberté personnelle qui est hyper puissante, qui te permet d'éviter aussi tous les jugements extérieurs que tu pourrais avoir. Et d'ailleurs, ce point-là me fait penser à la différence entre la transparence et cette discrétion. Cette transparence, elle a des limites. On le voit par exemple quand la transparence qu'il y a aujourd'hui avec l'immobilier, par exemple. Quand on voit nos politiques, c'est absolument ridicule leur transparence. C'est le concours de patrimoine inversé, quoi. C'est à celui qui sera le plus pauvre, parce que c'est plus stylé d'être pauvre. On est proche du peuple, et cette démagogie française, elle me fait vomir. Et on voit que notre président a 500 000 euros de patrimoine, c'est presque une blague en fait. Soit ça veut dire que c'est un très très mauvais gestionnaire, sachant que depuis qu'il est à la tête de l'État, il a encaissé 1 million d'euros de revenus. C'est complètement fou de voir un truc pareil, quoi. Où est passé l'argent ? Et on voit que la plupart de nos politiques n'ont pas d'actions, n'ont même pas de PEA, n'investissent même pas dans les entreprises françaises, alors que pour moi, ce serait vraiment au contraire un gage de sérieux, un gage de foi dans nos entreprises. Mais non, parce que s'ils ont des actions, c'est des immondes capitalistes, c'est des actionnaires. En France, actionnaire, c'est un gros mot. Donc du coup, ça les conduit à mentir, parce que je pense qu'ils ont de l'argent, je pense qu'ils ont des PEA, ou peut-être pas des PEA, mais en tout cas, ils ont des actions, des poches avec des actions. C'est des gens qui ont de l'argent. Mais pour pas se faire couper la tête, parce qu'en France, on aime bien couper les têtes, ils préfèrent mentir. Voilà, donc ça donne des fausses transparences où on montre des patrimoines qui sont tronqués, des patrimoines qui sont faux, à mon avis, et qui poussent à ce concours de patrimoine inversé, le concours du plus pauvre, à cette démagogie que je déteste. Et ça, c'est la grande différence entre cette transparence qui est imposée sur l'immobilier et cette discrétion que permet le patrimoine financier. On peut être discret, on peut être riche à millions, à peut-être même dizaines de millions, et rester quelqu'un de discret. Et voilà, on est vivons heureux, vivons cachés. J'ai déjà fait un podcast là-dessus, j'ai déjà même fait un vlog là-dessus. Mais ça peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui monte sa tête sur Internet, mais je suis fasciné aussi par le fait qu'on puisse être aussi riche et donc aussi libre, parce que pour moi, la richesse, c'est de la liberté, et aussi peu visible. Je trouve que c'est fascinant. Et voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et voilà, j'ai une belle voiture, mais je montre que ce que je veux montrer. Le reste, je ne suis pas obligé de le montrer. Et je connais beaucoup, beaucoup de gens qui sont comme ça, qui ne sont pas sur les réseaux, mais que je connais physiquement, qui ont des patrimoines financiers qui sont conséquents. Et si vous les croisiez, je ne dis pas que vous leur donneriez une pièce, mais pas loin, quoi. Donc voilà, en fait, grâce à ça, tu choisis ce que tu veux révéler grâce au patrimoine financier. Et c'est vraiment ce que j'aime et qui le rend aujourd'hui pour moi plus intéressant que le patrimoine immobilier où aujourd'hui on ne choisit plus. C'est sur Papers, c'est partout. Et on arrive à mon 11e point que j'adore et qui est pour moi le plus important. Et qui est un des points les plus importants et qui est surtout rigolo. Peut-être que vous ne attendiez pas à celui-ci. Ce que nous donne le patrimoine financier, c'est cette fuck you money. Et c'est un peu cette immunité contre la jalousie. Et vous êtes immunisé grâce à ça contre la jalousie de là où vous vivez. Et plus personne ne peut détruire votre business en arrêtant de vous faire travailler parce que vous avez, entre guillemets, trop d'argent. Et oui, en France, vous allez voir où je vais en venir, mais les gens qui ont une richesse immobilière, celle-ci, elle est immédiatement visible dans les petites villes. Tout le monde sait à qui appartiennent les immeubles, à qui appartient ça, et puis voilà, on peut rapidement faire le compte et rapidement vous cataloguer. Et je peux citer 2 exemples que je connais d'un de mes clients à Lyon qui était marchand de biens vraiment à succès dans une toute petite ville, une ville de peut-être 2000 habitants, je pense, en proche banlieue lyonnaise, et qui rachetait tous les biens immobiliers de sa ville parce qu'il la connaissait très très bien, les gens lui faisaient confiance. Et
et lui permettait de lui vendre les biens. Lui, il avait fait de l'argent, donc il pouvait acheter cash, sans conditions suspensives, il avait sa confiance de marchand de biens dans le PLU, dans tout, mais il pouvait acheter sans aucune condition, donc il achetait très très bien, donc les gens étaient contents et lui vendaient. Mais forcément, quand on achète bien, sans condition de rien du tout, on achète moins cher. Et je me rappelle que dans cette ville, il y avait des gens qui étaient bien mentalité française, quoi, vent debout, en disant « Mais quand est-ce que les gens de la ville vont arrêter de le rendre riche ? Ils leur vendent leurs biens pas assez cher, ils devraient vendre ça plus cher. » Donc les gens étaient contents, eux, ils avaient l'argent 3 mois après, au lieu d'attendre 1 an, 2 ans que l'opération immobilière se fasse, ils avaient l'argent tout de suite. Et je me rappelle que dans la ville, moi j'avais entendu des trucs de dire en fait on va arrêter de le faire travailler parce que ce marchand de biens en question, il s'était fait construire une maison magnifique, il avait plusieurs voitures, il avait une réussite financière qui était énorme, mais les gens disaient on va arrêter de lui vendre nos biens immobiliers, on va arrêter de le faire travailler parce qu'il a trop d'argent et sa réussite nous éclate trop à la gueule et c'est moche. Et c'est vraiment des trucs que j'ai entendus qui me faisaient sourire. Alors, bien entendu, entre le geste et la parole, c'est quelqu'un que je vois plus aujourd'hui parce que ça fait des années que je suis plus entrepreneur de travaux publics, mais c'est jamais arrivé. C'est quelqu'un qui est resté tout en haut. Mais si son patrimoine avait été uniquement financier, en fait, quand ton argent est placé sur la bourse américaine, imaginez que les gens y soient arrivés et ne veulent plus lui vendre aucun bien immobilier en lui disant « t'es assez riche, on les vendra à quelqu'un d'autre ». Mais ils peuvent le ruiner quelque part, d'une certaine façon, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout. Quand ton argent est investi sur la bourse américaine, quand tu as fait du patrimoine financier, toute la jalousie de France n'atteindra jamais les boîtes du S&P 500. Donc tu pourras rester riche autant que tu veux et tu pourras vraiment, tu as ce qu'on appelle la fuck you money. La jalousie ne peut rien pour toi. Et j'ai même un autre exemple d'une petite ville à côté où j'ai ma maison dans le sud, où il y a un entrepreneur qui a fait vraiment fortune, qui a gagné beaucoup d'argent. Et sa femme était mère au foyer. Et quand les enfants sont partis, elle a eu envie de monter une boutique de vêtements. Et elle a fait une jolie petite boutique de vêtements dans la ville. Et je me rappelle avoir entendu des gens, parce que là-bas, j'ai quelques amis, dire il y a des gens qui disent on va pas dans sa boutique de vêtements parce qu'on veut pas la faire gagner parce qu'ils sont bien assez riches. Et je me dis mais c'est horrible quoi. Enfin, sa femme elle était entrepreneur, elle y peut rien si son mari est riche. Et je me disais en fait grâce à la fortune de son mari, elle peut entreprendre malgré la jalousie parce que sa boutique elle pourra la faire perdurer envers et contre tous puisque ils étaient mariés en communauté. Son mari peut abonder même s'il n'y a pas de clients qui viennent, et vaincre cette jalousie, parce qu'à terme, il y a plein d'autres gens de passage, il y a plein de gens qui pourront faire vivre cette boutique. Donc, ces deux exemples, ils me font sourire, parce que quand vous avez de la richesse en financier, quand vous avez de la richesse qui est placée sur vraiment un autre endroit que le lieu où vous vivez, même si un jour il y a de la jalousie contre vous, vous avez cette fuck you money qui vous permet de pouvoir résister quoi qu'il arrive. Et c'était un point qui me faisait sourire, que je voulais aborder. J'ai eu, ça me fait penser à une autre anecdote que je peux vous raconter, mais où il y a quelques mois, ça fait un petit moment maintenant, mais j'avais rencontré quelqu'un qui m'a demandé ce que je faisais, qui me connaissait dans ma vie d'avant. Et il me l'a demandé, mais c'était une question rhétorique parce qu'il le savait très bien, que j'étais sur Internet. Et je lui explique que je suis marchand de biens. Et je m'arrête un peu là. Je savoure, parce que je savais où il en venir. Je savais très bien qu'il savait. Il me dit « Ah oui, tu n'avais pas d'autres activités ?» On m'avait dit. Je dis « Si, bien sûr, je fais des podcasts sur Internet. » Et il me dit il avait ce petit sourire condescendant, pour ceux qui sont sur YouTube, vous le verrez, mais de faire un peu un sourire condescendant. Et moi, je ris intérieurement, parce que pour les gens qui ont fait Communique Impact, notre formation avec Yann sur apprendre à communiquer, à démarrer un podcast à partir de rien, à communiquer sur sa passion pour la monétiser, oui, bien sûr qu'une vie de liberté, les gentlemen investisseurs, c'est rentable. Moi, les podcasts, je les fais par plaisir parce que j'aime ça. Et on vend aussi des formations. On est des artisans, on ne fait aucune pub, on a des coûts qui sont extrêmement réduits parce qu'on fait tout nous-mêmes. Donc forcément, bien sûr que ça rapporte. Et j'ai vu son petit sourire et je me suis dit, j'ai rien dit encore une fois, vous voyez, le pouvoir de la discrétion. Je me suis dit, mais souris, t'as bien raison. Tu sais pas ce que ça génère et tu sais pas ce que je fais et tu passes à côté. Et par condescendance, parce que j'aurais eu plaisir à en parler en plus. Mais je me suis dit, ça aussi, c'est cool, un business sur Internet.
malgré le fait qu'on soit exposé parce qu'on parle, parce qu'on est là, on est présent sur le web et on a une exposition médiatique, il y a vraiment un côté undercover où voilà, il n'y a pas une grosse entreprise flamboyante qu'on voit, des gros bâtiments qu'on ne peut pas rater, des dizaines de salariés comme je pouvais avoir avant. C'est vraiment undercover et c'est ça qui me plaît. Donc voilà, j'arrive gentiment à la fin de ce podcast. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de faire du patrimoine financier et que ça vous aura inspiré parce que moi, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie avec le temps. Et on le voit, hein, le patrimoine financier, ça offre pour moi, encore une fois, un pouvoir qui est immense, mais la vraie valeur qu'il y a là-dedans, elle réside dans la discrétion que ça permet, la liberté que ça permet. Et ça, c'est l'essence même de la liberté. Au-delà d'un patrimoine immobilier, du travail que ça demande, moi, j'ai toujours fait ça pour la liberté. Je ne m'appelle pas une vie de liberté pour rien. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée, la liberté, et je la respire chaque jour. Et chaque jour, je savoure ce pouvoir que ça me donne et que ça me permet de vivre ça. Et l'autre message clé que je voulais vous partager, c'est que ça ne sert à rien de chercher à impressionner les autres. Et moi, ce que je vous conseille surtout, c'est d'utiliser votre patrimoine pour vivre libre, vraiment, pour être aligné avec vos valeurs et au final pour construire vraiment la vie qui vous ressemble. Voilà, au-delà du regard des autres. Et si ce qui vous plaît, c'est d'avoir la dernière Porsche, la 992, faites-le, mais faites-le pour vous. Et la question que je veux vous poser pour terminer ce podcast, c'est est-ce qu'aujourd'hui, votre patrimoine, il vous offre la liberté que vous recherchez? Est-ce qu'il répond vraiment à vos attentes? Et si ce n'est pas encore le cas, qu'est-ce que vous pourriez ajuster dès aujourd'hui pour aller dans cette direction? Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve ici dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.